C'est toujours un honneur de parler au Collège de France. C'est un honneur particulièrement redoutable de parler après de ces brillants orateurs devant un parterre pareil et avec la mission redoutable que le président me confie. Je tenterai ma chance néanmoins en essayant de faire entendre une note peut-être un peu différente. Je semble être le seul représentant de mon espèce qui est la théorie, la pratique de la théorie du choix rationnel. Ce que j'essaierai de faire, c'est par un détour qui passe bizarrement par un peu d'histoire militaire, de situer ce que peut faire cette théorie du choix rationnel par rapport à l'ordre générique de l'interprétation. Mais expliquons le titre énigmatique, parlons de l'objet lui-même, nous verrons monter quelques conclusions abstraites en temps utile seulement. Depuis bientôt 2 siècles qu'elle a été livrée, la bataille de Waterloo ne cesse pas de fasciner les interprètes. Le premier par ordre historique n'est autre que l'empereur lui-même. On dit que sur le chemin de sa retraite désastreuse, il prit le temps de s'arrêter à Laon pour dicter une relation de la bataille. Le document qui a circulé après n'est en général pas considéré comme authentique, mais nous savons qu'il a eu le temps et longuement, le malheureux, à Sainte-Hélène de composer sa relation et nous disposons de transcriptions tout à fait authentifiées dont la plus simple et la plus utile est le mémorial de Sainte-Hélène. Ce texte fixe un premier pôle de l'interprétation qui est évidemment justificateur, apologétique. Le héros aurait eu les meilleures chances de faire aboutir son plan, qui consistait à battre tour à tour les Prussiens et les Anglo-Hollandais. Il remporta effectivement, je vous le rappelle, une bataille importante contre Blücher, le 16 juin 1815 à Ligny. Il aurait dû vaincre aussi Wellington, le 18 juin à Waterloo. La faute de l'échec reviendrait à ses généraux, Ney qui l'aurait privé d'une plus grande victoire à Ligny, et Grouchy qui aurait manqué sa mission fondamentale d'empêcher Blücher de rejoindre Wellington. C'est le premier pôle de l'interprétation. La lignée des commentateurs militaires s'ouvre avec Clausewitz, qui fut lui-même, on ne sait pas toujours, partie prenante à la campagne, à Ligny. Sa campagne de France en 1815, un ouvrage très impressionnant, tient compte de la version napoléonienne et elle s'attache précisément à la réfuter en tenant compte aussi d'autres témoignages, et la stratification du commentaire était déjà significative, voyez-vous, 20 ans après la bataille. Prenant le contre-pied du mémorial, Clausewitz fixe l'autre pôle de l'interprétation, très défavorable à l'empereur, mais non pas à l'armée française, puisque son idée directrice est que les généraux incriminés par Napoléon, Ney et Grouchy, n'ont fait en fait que remplir ses instructions. Le héros n'est pas un héros, il devrait s'en prendre à lui-même de l'échec. Les commentateurs militaires, très nombreux au XIXe siècle, et toujours actifs, figurez-vous, au XXe et même au XXIe siècle, on n'en a pas fini avec cette bataille, se situent à des distances variables de ces deux extrêmes. On ne s'étonnera pas d'apprendre que les officiers français raffinèrent en l'étayant le plaidoyer pro domo du mémorial, pendant que l'Académie prussienne puis allemande répétait Clausewitz. Et les Britanniques, avec leur excentricité coutumière, s'autorisent à ne pas être toujours hostiles à l'empereur. Bien, ces travaux savants ne font pas le tout du corpus. D'autres publications au XIXe siècle émanaient d'acteurs de la pièce, acteurs secondaires ou rédacteurs qui tenaient la plume à leur place, des officiers, de simples hommes de troupe, consignaient ce qu'ils avaient fait et vu, notamment la journée cruciale de Waterloo, même le 18 juin, sans prétendre livrer beaucoup plus qu'un témoignage.
Et on ne ferait pas le tour des interprétations si l'on négligeait la littérature et l'iconographie qui se sont emparées de la grande bataille avec un bonheur inégal. Pour s'en tenir à la littérature, il n'y aura pas d'image dans cet exposé non plus. Et au maître seulement, je rappellerai Chateaubriand, quelques pages fortes mais peu exactes dans les mémoires d'outre-tombe, Stendhal, bien sûr, qui évoque Waterloo de la manière la plus originale dans la Chartreuse de Parme, et Victor Hugo et son poème L'Expiation est venu jusqu'à nos jours, transmis par la mémoire scolaire. Ainsi donc, notre objet d'étude a été sollicité, contesté de bien des manières depuis qu'il circule dans la représentation des Européens. Il ne serait pas difficile de s'en servir pour illustrer la pluralité interprétative. Je le ferai, je me limiterai à l'échantillonnage minimal suivant, le récit de Stendhal dans la Chartreuse, un raisonnement frappant de Clausewitz dans la campagne, dont j'ai dû sacrifier la richesse, malheureusement, mais ça ne peut même pas être un aperçu compte tenu du temps de parole. J'aurais aimé, cela sera dans le texte écrit, donner l'aperçu, en effet, de ce que la théorie des jeux peut faire. Nash et von Neumann-Morgenstern, plus encore avec la bataille de Waterloo. Ce travail, je l'ai accompli dans un article qui est apparu il y a quelques mois dans la revue Annales, Retour à Waterloo, Histoire militaire et théorie des jeux. J'aurais aimé le reprendre ici, non pas pour défendre une thèse précise sur la bataille, ce que je me suis amusé à faire dans l'article des Annales, mais plutôt pour faire miroiter en quelque sorte la diversité interprétative en proposant une reconstruction indiscutablement choquante avec des matrices, des nombres et des équations de la geste napoléonienne. Alors, commençons par Stendhal, sur lequel je passerai le plus de temps. C'est au fond de lui qu'il est le plus agréable de parler. Dans les chapitres 2 à 5 du livre 1 de la Chartreuse de Parme, il raconte la bataille de Waterloo. C'est une fantaisie littéraire. Le pédant que je suis devenu en matière militaire a tout de suite repéré des libertés abusives avec la géographie. Le champ de bataille ne peut pas être celui-là, mais peu importe, nous l'avons retenu et même mis sur le même pied que des travaux savants, parce qu'il illustre un point de vue possible sur la bataille qui est celui de l'acteur secondaire ou même du témoin inactif, point de vue que des récits authentiques d'officiers et d'hommes de troupes ont prétendu incarner, mais avec beaucoup moins de talent et de saveur. Sans rappeler, ni même supposer connu, les tournants de la journée du 18 juin, Stendhal promène son lecteur en tous sens sur le terrain des affrontements. À la suite de son héros, Fabrice Del Dongo, qui cherche à trouver où se passe la bataille plutôt qu'il ne réussit vraiment à y participer. Stendhal n'évoque les déplacements de troupes, les autres faits objectifs de la journée, que pour autant seulement que Fabrice y soit impliqué. Le héros n'est alors âgé que de 17 ans, il est venu de son Piémont natal pour servir Napoléon et pour en découdre avec les ennemis de la France et de la liberté. De manière enfantine, il rêve de gloire militaire en n'imaginant pas qu'une grande bataille comme celle qui se prépare puisse être autre chose qu'une mise à l'épreuve de la valeur individuelle. Il déchantera sans revenir entièrement pour autant de ses illusions. Déçu du peu qu'il accomplit et du peu qu'il voit, il se demande à plusieurs reprises, c'est la question récurrente du passage, ceci est-il donc une bataille ? Et peu de temps après avoir suivi la retraite, il pose la question légèrement différente, ai-je bien participé à la bataille de Waterloo ? Par exemple, « Monsieur, c'est la première fois que j'assiste à la bataille, dit-il enfin au maréchal des logis, mais ceci est-il une véritable bataille ?» La question est reprise 3 fois. On pourrait s'attarder sur le moment guerrier de Fabrice, le situer dans ses Erfahrungsjahre et voir dans le passage l'anticipation de ce qui lui arrivera, sa fameuse prison, à la fin de la vie, son entrée dans l'Église. Ce n'est pas notre objet ici. La transformation psychologique de Fabrice n'importe pas principalement. Il sera pour nous d'abord l'instrument d'une exploration sémantique.
Nous lisons en effet le fameux passage de la Chartreuse comme une interrogation critique sur la signification reçue d'un mot apparemment facile, celui de bataille, celle de Waterloo servant de test. Une bataille, comment se définit-elle dans le dictionnaire? Comme un combat général ou collectif. La racine des deux mots est la même, combat-bataille. La terminaison du premier indique une pluralité, alors que le second couvre plus largement, et l'on parle en effet de combat singulier. Il faut ajouter bien sûr que la pluralité se rencontre des différents côtés. Un lynchage n'est pas un exemple de bataille. Le dictionnaire dit parfois que la bataille est un combat d'armée, ce qui semble trop déterminé. Il vaudrait mieux dire, je crois, un combat entre des groupes identifiés comme tels et organisés pour se nuire. Par ailleurs, l'usage, en particulier technique, distingue très clairement la bataille de la campagne ou de la guerre en limitant son extension spatio-temporelle. Au sens le plus courant, donc, une bataille se déroule en un lieu à un moment donné, celle de Waterloo, entre le village et la ferme, le village de Waterloo et la ferme de la Belle Alliance, le 18 juin 1815, de 11h30 au coucher du soleil. L'expérience de Fabrice s'accorde-t-elle avec ses précisions sémantiques? Rappelons brièvement les vicissitudes. Dans un habit de hussard qu'il a emprunté, il se laisse amener par une cantinière vers un autre corps que celui auquel il est supposé appartenir. Il croise une troupe à cheval menée par un général qui s'avère être un Ney. Il la suit en divagant, passe devant l'empereur qu'il ne reconnaît pas. L'escorte de Ney devenant celle d'un autre général, il se trouve le suivre sans l'avoir voulu, plus ou moins poussé par son cheval. Dépossédé de ce même cheval, il reprend ses divagations, cette fois comme fantassin, en suivant un groupe auquel il réussit à s'intégrer et participe ainsi à la retraite, qui est une vraie débandade. Happé par un officier, il reçoit l'ordre d'empêcher les soldats de fuir, risque sa vie dans cette mission et se trouve blessé par des hommes de son propre camp. Il fuit à son tour dans une direction prise au hasard. La définition précédente de la bataille paraît malmenée par cette séquence. Les hommes ne forment pas bloc, ni d'un côté ni surtout de l'autre, l'ennemi étant pratiquement absent du récit. Fabrice ne rencontre que de petites troupes à la composition instable qui s'affrontent brièvement avant de suivre leur chemin. La dimension collective du combat est donc prise en défaut et même cette idée de combat décrit mal l'agitation de la journée. Fabrice le remarque. Mais réellement, pendant toute la journée, je ne me suis pas battu. J'ai seulement escorté un général. Pour avoir rencontré Ney, il a bien dû se trouver au centre du champ de bataille, et pourtant le récit ne fait apparaître ni centre, ni périphérie, ni limite du terrain, et les événements, chronologiquement, ne sont pas plus faciles à serrer. Le concept de la bataille qui se dégage de la séquence pourrait être ainsi résumé. Des mouvements, dans des directions diverses, qui se succèdent en réaction les uns aux autres, sans raison ni ordre apparent, avec une intensité variable et dans des limites imprécises. Des déplacements à ce point erratiques qu'elles ne mettent même pas les hommes à part, des animaux et des projectiles qui se rencontrent sur le terrain. Fabrice à nouveau en fait la remarque. « Ce sont comme des moutons qui se sauvent », dit Fabrice au caporal d'un air naïf. « Veux-tu bien te taire, Blanc-bec » dit le caporal indigné. Et les 3 soldats qui composaient toute son armée avec Fabrice regardèrent celui-ci comme s'il avait blasphémé. J'ai cité aussi pour illustrer la technique du décalage sémantique. Elle est mise en œuvre tout au long du passage. Après Voltaire et Montesquieu, qui se servaient de Hurons et de Persans, mais moins sèchement, Stendhal exploite la présence d'un naïf dans des circonstances connues et supposées bien comprises pour démonter de trop faciles certitudes. Une différence importante avec Voltaire et Montesquieu, néanmoins, est qu'il ne s'agit pas d'ébranler des vérités, mais des significations. Et cette distinction abstraite, j'y reviendrai. La contestation de l'idée commune de bataille domine tellement le passage de la Chartreuse qu'il est tentant de n'y lire qu'elle, et sommairement, la plupart des commentaires ne voient qu'elle. Mais ce n'est pas ainsi, et de même que Montesquieu et Voltaire ne rejetaient pas ce dont ils se moquaient aimablement par Persans et Hurons interposés, Stendhal ne veut pas imposer le point de vue de son naïf. Il en reste lui-même à une espèce de moquerie subtile. Il faut reprendre la phrase « Il n'était
resté enfant que sur un point, ce qu'il avait vu était-ce une bataille, et en second lieu, cette bataille était-elle Waterloo? Il n'était resté enfant que sur un point. Le doute de Fabrice demeure, mais seulement à titre résiduel, et Stendhal prend ses distances par rapport à son héros. Il semble en fait admettre que ce que Fabrice a vu était bien une bataille au sens ordinaire, et cela même qu'on appelle la bataille de Waterloo. Finalement, la sémantique ordinaire s'appliquerait-elle malgré tout? On reprendra le passage à la lumière de cette question. On constatera que les décalages sémantiques entre Fabrice et ses interlocuteurs ne tournent jamais à leur désavantage. Le naïf prend très correctement ce qu'il perçoit, mais il ne sait pas lui donner un sens ou se méprend sur le sens convenable. C'est la cantinière qui lui apprend qu'une certaine curieuse fumée blanche qu'il avait remarquée est quelque chose de très inquiétant. Cette fumée blanche que tu vois là-bas par-dessus la haie, ce sont des feux de peloton, mon petit. Ainsi, prépare-toi à avoir une fameuse venette quand tu vas entendre siffler les balles. Et elle lui enseigne au passage la distinction qu'il connaît à peine entre les amis et les ennemis. Quand tout vacille, les soldats se mettent à courir dans une confusion qui surprit fort notre héros. Je cite, « Il trouva qu'ils avaient l'air penauds. » Il interroge à nouveau la bonne cantinière qui lui explique que la bataille est perdue et que la retraite a commencé. C'est l'apprentissage du sens des mots. Sa candeur est insoutenable, en fait, et le bon jugement est du côté des interlocuteurs. En bref, malgré les apparences, Stendhal ne doute pas un instant que le concept ordinaire de bataille, avec ses phases caractéristiques, l'attaque, la retraite, avec sa division des hommes en deux camps, les amis, les ennemis, avec des limites au moins approximatives de temps et d'espace, soit très acceptable. Ce qui le fascine, c'est le décalage lui-même et non pas sa résolution au profit d'un de ses termes. Le naïf a tort et raison à la fois, surtout tort, et la cantinière aussi, quoiqu'elle ait surtout raison. Non seulement la Chartreuse nous livre une interprétation inattendue d'un événement historique majeur, ce qu'on a bien compris, mais ce qu'on remarque moins, par le moins d'un récit polyphonique, elle fait coexister cette interprétation avec celle du gros bon sens. Et cette pluralité interprétative, elle est inscrite dans l'interprétation même de Stendhal. Passons à Clausewitz, si vous voulez bien. Je serai plus bref, malheureusement, ou heureusement. Je rappelle un point de la bataille. Le 18 juin, une pluie diluvienne empêcha Napoléon de déclencher les hostilités avant 11h30. Elle rendit peu efficace sa préparation d'artillerie. Pour cette raison, et d'autres encore qui traduisent l'extrême faiblesse tactique du côté français, la première attaque, qui était dirigée contre le centre anglo-hollandais, fut un échec complet. Plusieurs historiens concluent qu'avec un si mauvais départ, Napoléon devait abandonner la partie dès le moment où l'avant-garde prussienne lui était signalée, c'est-à-dire vers 15h30. En passant à la défensive, il pouvait sauver son armée et organiser une retraite acceptable vers la France. Il ne le fit pas, il voulut forcer la décision par des offensives répétées contre le centre ennemi. Il essayait simultanément de contenir les Prussiens qui attaquaient son aile droite. On sait ce qu'il advint. Dans un certain chapitre de la campagne de France, Clausewitz est le premier interprète qui ait envisagé cette possibilité d'une retraite en milieu de journée. Il la place plus tôt que les historiens d'aujourd'hui, mais ce détail n'a pas d'importance. Nous allons suivre son raisonnement abstrait. Pour une fois, Clausewitz ne semble pas vouloir contester la décision de Napoléon. Après avoir affirmé que les règles de l'art militaire imposaient en effet le retrait, il ajoute aussitôt que ces règles ne s'appliquent pas, je cite, aux circonstances les plus grandioses, les plus décisives. Et il ajoute aussi que Bonaparte, il l'appelle ainsi, était justement dans de telles circonstances le 18 juin. L'enjeu qui s'est joué pour Napoléon était immense. Une victoire et la coalition des puissances européennes s'est disloquée. Une défaite, même limitée à une simple reculade organisée, comme celle que proposent les historiens, et la coalition se renforçait des Russes et des Autrichiens, et la guerre était perdue quelques mois plus tard, avec les prévisibles conséquences, invasion de la France, chute du régime impérial.
Clausewitz conclut cette défense inattendue de Napoléon par un aphorisme admirable. C'est une de ces flèches, peut-être, qui font voir la vérité. Il y a des situations où la plus grande prudence n'est à chercher que dans la plus grande hardiesse. Et la situation de Bonaparte était une de celles-là. Il y a des situations où la plus grande prudence n'est à chercher que dans une plus grande hardiesse. En sacrifiant l'élégance, on peut décomposer l'idée. La première partie de la phrase, celle que j'ai répétée, est une généralité. La seconde, la situation de Bonaparte était une de celles-là, est une proposition singulière. La juxtaposition reflète le schéma bien connu de l'explication que depuis Hempel, on nomme déductif nomologique. Sommairement parlant, ce schéma, qui est un peu la prose de M. Jourdain, consiste à enchaîner des généralités et des propositions singulières pour déduire d'autres propositions singulières. La thèse importante de Hempel est qu'en l'absence d'une telle généralité, au moins implicite, il n'y a pas d'explication. Détaillons la généralité. Quelque chose comme ceci. Si, parmi les conséquences incertaines des actions possibles, l'individu n'en reconnaît qu'une seule qui soit avantageuse, et que cet agent ne craigne pas de prendre des risques considérables, alors il sélectionnera l'action qui lui donne les plus grandes chances d'obtenir cette conséquence avantageuse, quand bien même cette action accroîtrait considérablement les chances des conséquences désavantageuses. C'est moins brillant que Clausewitz. Avec la proposition singulière rappelée, on déduit, c'est une déduction logique rigoureuse, un énoncé qui exprime la décision de l'empereur, et selon Hempel, on l'explique. N'est-il pas remarquable de trouver, derrière la présentation très rhétorique du stratège allemand, une structure logique aussi nette? Ce n'est pas la seule surprise. Tout en se gardant bien de le faire savoir au lecteur pressé, Clausewitz a pris le tournant de l'interprétation rationnelle. Et là, j'en viens à ce qui est vraiment mon sujet, la théorie du choix rationnel. Il fait même un pas vers la modélisation, pourrait-on dire, dans un sens technique et contemporain du terme. En effet, la généralité que j'ai isolée ne s'éloigne pas beaucoup de celle qu'on rencontrerait en théorie de la décision risquée. Certes, les secondes s'énoncent mathématiquement, et celle de Clausewitz n'est pas énoncée ainsi, mais l'étape de formalisation ajoutée serait très facile. Il suffirait d'employer la théorie dite de l'utilité attendue, qui représente la valeur d'une action par la somme des utilités de ses conséquences, avantageuses ou désavantageuses, multipliées par les probabilités. Le formalisme aurait le mérite de faire sentir la distinction de trois concepts que la présentation de Clausewitz risque d'emmêler. D'une part, l'évaluation des conséquences ultimes, d'autre part, les chances de les atteindre, et enfin, l'attitude par rapport au risque, et c'est en réalité le point dont Clausewitz, avant von Neumann et Morgenstern, découvre l'importance. L'attitude par rapport au risque qui permet de rendre compte d'une action surprenante par les moyens du choix rationnel. Le formalisme aboutirait à cette représentation irrévérencieuse, le choix de l'empereur reflétant une inégalité numérique entre les utilités totales des deux actions. C'est amusant à faire. Pas besoin de le faire, vous avez saisi l'idée. Alors que nous enseigne cette analyse, je vais maintenant tirer quelques conclusions plus abstraites. J'ai introduit l'idée d'interprétation rationnelle. Elle se distingue de l'interprétation que j'appellerais simplement interprétante, par les caractères suivants. L'interprétation rationnelle se soumet aux critères du vrai et du faux, et pas seulement du pertinent et du non pertinent, du significatif et du non significatif. Ce que fait l'interprétation simplement interprétante, dans ma définition, c'est attribuer des significations.
Elle le fait à bon droit ou à mauvais droit, mais elle ne relève pas strictement du vrai et du faux. L'interprétation rationnelle énonce des propositions. Et là, la distinction de la vérité et de la signification importe. Et c'est parce que l'interprétation rationnelle franchit cette étape par rapport à l'interprétation simplement interprétante qu'elle fait mouvement, mais avec la lenteur et la lourdeur d'une armée en marche, elle fait mouvement vers cette activité scientifique par excellence qu'est l'explication. C'est aussi pour cela qu'elle se prête finalement à la modélisation. Je signale au passage que je ne me suis pas retrouvé dans l'affirmation ce matin de Barbara Cassin, suivant laquelle le principe de non-contradiction s'appliquait à la signification, et que signifier ne signifiait qu'une chose, et je crois que suivant l'usage philosophique au moins standard, le principe de contradiction ne commence à valoir comme principe qu'à propos des propositions et dans l'usage du vrai et du faux, et non pas seulement dans l'attribution des significations. C'est peut-être l'objet d'un échange ultérieur. Deuxième point, l'interprétation rationnelle est exclusive. Alors que, nous l'avons vu par Stendhal, l'interprétation simplement interprétante peut accueillir en elle-même la pluralité. J'ai insisté sur ce fait que l'interprétation de Stendhal était une interprétation d'interprétation. Clausewitz s'impose de s'en tenir à un point de vue fixe, celui selon lequel Napoléon prendrait un très grand risque de manière réfléchie et calculée. D'autres possibilités étaient là. L'erreur factuelle, il aurait pu se tromper sur les probabilités, ce qui est tout à fait différent, bien sûr, de prendre un risque sachant les probabilités. Il aurait pu pécher par inertie, certains historiens l'ont déploré. Il aurait pu tomber dans la passion, et le même Clausewitz, pour une autre décision de la bataille quelques heures plus tard, prétend qu'elle ne peut pas s'expliquer autrement que par l'affolement de la passion. Ces possibilités, à première vue convenables, sont exclues. Il ne peut y avoir qu'un seul point de vue. Et là, je note que la notion de point de vue s'applique peut-être plus rigoureusement à l'interprétation rationnelle qu'à l'interprétation en général. D'une certaine manière, l'exposé précédent, Carlo Sola, a démonté cette notion de point de vue, dans la mesure où l'interprétation simplement interprétante s'autorise la pluralité. Elle est au fond une exposition des points de vue possibles, mais y a-t-il un point de vue sur les points de vue ? C'est justement ce dont on nous a amené à douter. En revanche, quand on joue le jeu de l'interprétation rationnelle, il faut fixer un cap. Et c'est comme si on regardait le même objet sous un seul angle, en s'interdisant de tourner autour. Point 3, l'interprétation rationnelle ouvre une exigence qui ne s'achève pas. Alors, ce point est affirmé mais n'est pas démontré par l'exposé. Voilà, j'aurais aimé vous amener, c'est un peu vaniteux, vers ce que j'ai tenté de faire, qui est une modélisation, donc, non pas, à vrai dire, de la bataille, mais de la campagne de Waterloo plus globalement, avec un peu de théorie des jeux. Il y a un écart entre la théorie de l'utilité attendue, que j'ai utilisée effectivement pour renforcer Clausewitz, et la théorie des jeux. Dans la théorie de l'utilité attendue, le décideur fait face à des probabilités fixes. Et le paradigme est l'attitude face à la nature. Mais ce ne peut être qu'une première modélisation, puisque bien sûr, les incertitudes auxquelles Napoléon fait face sont dues à des actions des adversaires qui sont comme lui-même stratégiques. Donc on passe tout à fait naturellement à la théorie plus complexe, qui est la théorie des jeux, qui représente des stratégies anticipant d'autres stratégies dans une espèce de régression que tranchent uniquement les concepts techniques d'équilibre propres à la théorie des jeux. Ce que je veux suggérer, c'est que à partir du moment où l'on joue ce jeu de l'interprétation rationnelle, on est toujours tiré plus loin et plus haut. La théorie
de l'incertitude à probabilité fixe et tire vers la théorie de l'incertitude stratégique, et celle-ci est comme une boîte de Pandore et beaucoup de choses s'en échappent, et il en reste toujours à faire, tout simplement parce qu'on développe une modélisation rationnelle à partir de données et que ces données peuvent être à leur tour récupérées, endogénéisées, comme on dit, à l'intérieur d'une modélisation rationnelle encore plus subtile. Alors cette perspective de complexité indéfinie sur le même objet, je ne la vois pas dans l'interprétation interprétante, je ne la vois pas dans l'interprétation en général qui est amorphe, qui est beaucoup plus libre, mais qui est aussi dénuée de cette dynamique interne. Et comme dernier point, et je dois m'arrêter, je voudrais insister sur le fait que les transitions littéraires d'un genre d'interprétation à l'autre peuvent être trompeuses, parce qu'elles sont subtiles. C'est pourquoi j'ai essayé de coller au texte de Clausewitz de plus près. C'est dans le récit lui-même, et Clausewitz fait un récit à la manière traditionnelle des historiens militaires, c'est dans le récit que s'est amorcé le mouvement de l'interprétation rationnelle, que j'ai essayé d'extraire, de modéliser, au moins de manière vague, en pointant une direction qui nous ferait échapper graduellement au récit et à sa logique. Ces transitions, je crois, sont responsables du fait que la pensée herméneutique s'est souvent méprise sur la spécificité de l'interprétation rationnelle. Ce qu'on en lit, même chez les plus grands, comme Ricoeur, tend à diluer l'interprétation rationnelle dans une méthode herméneutique, à mon sens, trop généralement définie. Vous aurez peut-être compris, je dois m'arrêter là, dans quelle direction philosophique, je voudrais avancer mon interprétation de la théorie du choix rationnel. Négativement parlant, elle n'a pas l'autonomie que lui prêtent assez naïvement ses utilisateurs spécialisés en général, que sont les économistes, qui sont très surpris lorsqu'on leur explique qu'ils sont des herméneutes d'un certain genre, mais pour autant, elle est beaucoup plus déterminée que ne prétendent les philosophes herméneutes qui se sont penchés sur la question. Elle ne définit pas encore une science, mais elle est beaucoup plus qu'une résurgence moderne du vieil art d'interpréter des signes.